Commençons à découvrir l'école classique par ses principaux fondements. Cette école, bien qu'elle s'est développée suite à un mouvement influencé par les économistes, à l'instar d'Adam Smith, Ricardo et Say, elle se manifeste aujourd'hui à travers le courant rationnel. Cette école est synthétisée par 4 principes à portée générale. Le premier principe considère qu'il y a un seul mode d'organisation optimal. Le deuxième considère que l'homme est un simple exécutant incapable d'initiative. Dans le cadre de l'organisation, les tâches sont parcellisées et le travail est organisé, ordonné et contrôlé par la hiérarchie. Le premier auteur de l'école classique est Frederick Winslow Taylor. Né en 1856 et mort en 1915, il est d'une famille aisée et entre comme apprenti dans une usine suite à un problème de santé qui l'a empêché de continuer ses études. Passant d'un contremaître puis à un ingénieur, il développe les principes de la direction scientifique. On peut synthétiser ces apports selon 4 principes. Le premier est la division horizontale du travail. Ce principe conduit à la parcellisation du travail, à la spécialisation des tâches et à l'étude des temps d'exécution en vue de déterminer the one best way, c'est-à-dire la meilleure façon de faire. Le deuxième principe est le principe de la division verticale du travail. Cette division vise à distinguer strictement les exécutants des concepteurs du travail. Ce principe incite à placer the right man on the right place, c'est-à-dire la meilleure personne à la meilleure place. Le troisième principe est le principe du système de salaire au rendement. C'est un système de récompense fondé sur des primes de productivité au travail qui cherche à développer la motivation de l'homme au travail. Taylor souhaitait l'établissement du salaire à la pièce qui est censé constituer une motivation importante pour les ouvriers. Le quatrième principe est le principe du système de contrôle. À partir de ce principe d'action, chaque geste de l'ouvrier exécutant est surveillé. Cela a conduit à mettre en place dans les usines des contremaîtres chargés de réaliser cette activité de contrôle. Le deuxième apport est celui de Henry Ford, né en 1863 et décédé en 1947. Il est devenu célèbre en introduisant dans ses usines le travail à la chaîne et en adoptant les principes de rationalisation de Taylor. Ayant un caractère pragmatique et innovant, au début du siècle, Ford a apporté 3 principes. Le premier, c'est le principe du travail à la chaîne. Il a poursuivi l'œuvre de Taylor en accentuant la division horizontale du travail. Le produit se déplace sur une chaîne de montage, le processus de production est découpé en tâches élémentaires. Le deuxième principe, c'est le principe de standardisation des biens de production. Il s'agit de réaliser une production de grande série grâce à des pièces standardisées. Ford mettait l'accent sur l'accroissement de la productivité qui conduisait à l'abaissement des coûts unitaires de production et donc à la réalisation de l'économie d'échelle. Le troisième principe, c'est un principe du $5 a day. Ford innove au niveau salarial en doublant les salaires à cette époque et en instaurant une rémunération journalière de $5 par jour. Il essaye de fidéliser les ouvriers par un système de rémunération attractif et aussi un système de consommation de masse. Nous pouvons donc mettre l'accent sur les critères de l'organisation scientifique du travail grâce au taylorisme et fordisme.
le taylorisme qui a apporté la division horizontale et verticale du travail et The One Best Way, le Fordisme qui a apporté le travail à la chaîne, la standardisation et le $5 a day. Nous pouvons dire, grâce à ce travail de production, The One Best Way, du travail à la chaîne, il y aura donc la possibilité d'avoir de la productivité et de la croissance, donc il y aura une production de masse, et grâce aussi à la standardisation de Ford et le système de rémunération motivant $5 a day, on aura la possibilité d'avoir une consommation de masse. Nous allons maintenant étudier le travail de Fayol, qui est un ingénieur français diplômé de l'école de mines de Saint-Étienne. Il est considéré l'un des premiers théoriciens qui s'est préoccupé de l'administration. Fayol est complémentaire à Taylor parce qu'il analyse la fonction de direction dans les entreprises. Il développe la fonction de commandement dans les grandes entreprises et développe les qualités de leadership. Il distingue 5 fonctions clés propres au management qui sont les principes universels et qui sont les suivants. La première fonction est celle de prévoir et planifier, c'est-à-dire préparer de manière rationnelle l'avenir. La deuxième, c'est plutôt organiser, c'est-à-dire allouer différentes ressources indispensables au fonctionnement de l'entreprise, telles que les matériaux, l'outillage, les capitaux et le personnel. Pour lui, le manager doit aussi commander, c'est-à-dire tirer le meilleur parti possible des agents qui composent l'entreprise. Il doit aussi coordonner, c'est-à-dire synchroniser l'ensemble des actions de l'entreprise pour garantir cohérence et efficacité. Et finalement, le manager doit contrôler, ce qui revient à vérifier si tout se passe conformément au programme adopté et aux principes admis. En partant du fait qu'il n'existe pas une doctrine administrative, Henri Fayol a formulé 14 propositions en vue d'élaborer une théorie de l'organisation. Ces 14 propositions sont les principes d'administration. Le premier principe est le principe de la division du travail. Ce principe implique une forte spécialisation des travailleurs pour être davantage productifs. Le deuxième, c'est celui d'autorité-responsabilité. Ici, l'autorité est envisagée comme étant à la fois statutaire et personnelle, accompagnée des responsabilités correspondantes. Le principe de discipline, qui correspond à l'obéissance, l'assiduité, les signes extérieurs, réalisés conformément aux conventions établies entre l'entreprise et ses salariés. Le principe de l'unité de commandement, c'est-à-dire chaque employé ne doit avoir qu'un seul chef et ne peut donc pas exister de dualité de commandement. Le principe de l'unité de direction, cela conduit à considérer qu'un seul leader et qu'un programme unique pour un ensemble d'opérations qui poursuivent le même but. Il s'agit d'une condition nécessaire à l'unité d'action, à la coordination et à la concentration des forces en vue d'une convergence d'efforts. Le principe de subordination de l'intérêt particulier à l'intérêt général. Par ce principe, il faut souligner l'importance de l'entreprise, c'est-à-dire l'intérêt d'un agent ne peut en aucun cas prévaloir l'intérêt de l'entreprise. Le principe de rémunération équitable du personnel, selon Fayol, les modes de rétribution doivent encourager la création de valeur et le sort du personnel. Le principe de centralisation, pour Fayol, l'entreprise est comme un animal social, les sensations convergent vers le chef et c'est du chef que partent les ordres. Le principe de la hiérarchie, selon Henri Fayol,
tout leader doit être capable d'assurer des responsabilités hiérarchiques, de répondre autour de lui, de l'encourager et de prendre des initiatives. Principe de l'ordre. Fayol fait ici un parallèle entre deux types d'ordres, aussi nécessaires l'un que l'autre, c'est-à-dire un ordre matériel et un ordre social, et ceci pour éviter les pertes de matière et les pertes de temps. Un ordre matériel qui met en évidence une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Un ordre social qui assure une place pour chaque personne et chaque personne à sa place. Le principe d'équité, c'est-à-dire que la manière dont sont gérés les salariés doit susciter un sentiment de justice sociale. Le principe de stabilité du personnel, Henri Fayol part du principe que les salariés des entreprises prospères doivent être stables. L'instabilité du personnel est envisagée comme la séquence de dysfonctionnements sociaux. Le principe d'initiative, c'est-à-dire la possibilité de concevoir et d'exécuter et donc de fournir de l'initiative. Le principe d'union du personnel, pour Fayol, il faut un réel talent pour coordonner les efforts, stimuler le zèle, utiliser la faculté de tous et récompenser le mérite sans troubler l'harmonie des relations. Max Weber est un sociologue allemand et juriste de formation. Né en 1864 et mort en 1920, il a assuré ses études à l'Université de Berlin. Il considère le champ de management autour de l'économie et société. Son point de départ est l'analyse des formes d'administration au sens large. Il s'intéresse à la manière dont les hommes assure essentiellement pour imposer une autorité et faire en sorte que la légitimité de celle-ci soit reconnue par tous. Selon Weber, on distingue trois types d'autorité légitime. La première, c'est l'autorité traditionnelle, c'est-à-dire le pouvoir est dû au statut et la succession est souvent familiale. La deuxième, c'est l'autorité charismatique, c'est-à-dire une autorité qui provient des qualités du dirigeant et qui n'est pas transmissible d'un individu à un autre. Et finalement, il nous parle de l'autorité rationnelle et légale, où la fonction exercée confère le pouvoir. Weber considère ce type d'organisation comme étant le plus efficace. Selon Max Weber, le système rationnel est le pilier d'une administration efficace. La direction administrative bureaucratique se rapproche de l'idéal type de l'autorité à caractère rationnel légal. Selon sa pensée, une bureaucratie profonde applique principalement les propriétés suivantes. La structure hiérarchique et les compétences de chaque emploi sont clairement définies. Les rémunérations sont fixes et dépendent des responsabilités et du niveau hiérarchique. La discipline est stricte. Une séparation existe entre l'emploi et la personne qui n'est pas propriétaire de son poste. Des règles écrites anticipent toute situation. Et finalement, l'avancement est déterminé par le supérieur hiérarchique. La pensée de l'école classique présente aussi bien des apports que des limites. Nous avons vu, à travers les œuvres de Taylor, Fayol et Weber, un enrichissement de la théorie, ceci à travers les principes et techniques de gestion, comme l'organisation scientifique du travail et le One Best Way, mais aussi selon la logique de l'administration, les principes de l'administration apportés par Fayol, et dans le même esprit, la pensée dense et complexe de Weber a apporté un éclairage complémentaire pour le management à travers les types d'autorité. Il va sans dire que cette école
a commis une erreur, et ceci en considérant les individus comme des ressources physiques et non comme des ressources humaines. Il y a aussi une absence d'interaction et d'interrelation entre l'entreprise avec son environnement. Si incontestablement les apports de cette école classique ont contribué activement à la création de richesses, de nombreuses critiques apparaissent progressivement dans les organisations. Il s'agit alors de chercher à humaniser les relations de travail. Cela constitue le champ d'action principal de l'école des relations humaines.